Ma sœur n'a pas hésité. Sa voix était claire, parfaitement rodée. C'est réservé à la famille. Je suis restée là, mon téléphone collé à l'oreille, réalisant que je venais d'être désinvitée de la fête d'anniversaire de mariage de mes parents, cette fête même que j'avais aidé à financer. En une seule phrase, j'ai cessé d'être une fille pour devenir un désagrément. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai senti quelque chose de plus froid s'installer en moi. Car si je ne faisais plus partie de la famille, je n'avais plus d'obligation non plus. Et le choix que j'allais faire ensuite allait défaire tout ce qu'ils pensaient contrôler. Avant de vous raconter comment tout s'est déroulé, mettez un « j'aime », dites-moi en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. Si vous vous êtes déjà senti effacé, partagez-la. Je m'appelle Camille. J'ai la trentaine et je gagne ma vie comme photographe indépendante. Rien de tape à accent grave-l'œil, pas de nom d'agence prestigieuse à citer, juste moi, mon boîtier, et de longues heures à chasser une lumière qui semble honnête. J'ai toujours aimé le travail où les résultats parlent calmement d'eux-mêmes. C'est peut-être pour cela que ma famille a appris très tôt que je ne ferais pas de bruit, même quand je portais plus que ma part du fardeau. De l'extérieur, ma famille semblait stable, respectable, le genre que les voisins décrivent comme soudé. Des cartes de vœux sur le frigo, des photos encadrées tapissant le couloir, des sourires qui savaient tenir juste assez longtemps. À l'intérieur, pourtant, les rôles ont été fixés très tôt. Ma sœur, Chloé, était celle dont tout le monde parlait. Talentueuse, charismatique, le centre de chaque anecdote. Mon frère, Thomas, était le planificateur, la voix de la raison, expliquant toujours pourquoi les choses étaient comme elles étaient. Et puis il y avait moi, fiable, silencieuse, celle qui faisait disparaître les problèmes sans demander à être vue en train de le faire. L'argent était ma façon d'aider, non pas parce qu'on l'exigeait ouvertement, mais parce que le besoin était toujours implicite. Un message concernant des travaux de rénovation qui ne pouvaient pas attendre. Des factures qui s'empilaient plus vite que prévu. Une mauvaise passe qui ne serait que temporaire. Je faisais les virements comme certains présentent des excuses, rapidement, instinctivement, sans vouloir de reconnaissance. Chaque transfert me semblait être une preuve de mon appartenance. Comme si, en maintenant les fondations solides, personne ne remettrait en question ma place dans la famille. La gratitude venait à petite dose. Un bref merci, un doux « tu nous sauves la vie ». Puis le sujet changeait. Personne ne demandait ce que ça faisait d'être toujours celle qui comblait les brèches. Personne ne se demandait ce qu'il m'en coûtait de rester aussi fiable. Je me disais que c'est juste comme ça que les familles fonctionnent. Quelqu'un doit être le pilier stable. Quand l'anniversaire de mariage de mes parents a commencé à approcher, j'en ai entendu parler par la bande. Pas par une invitation officielle, juste des allusions, un commentaire sur les dates, une remarque sur le fait que tout le monde serait réuni. Je supposais que mon nom était déjà inclus, comme il l'avait toujours été. Pourquoi ne le serait-il pas? J'avais aidé à couvrir les coûts. Je les soutenais depuis des années. J'étais leur fille. Cette hypothèse a tenu bon jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Jusqu'à ce que je réalise que je ne faisais pas partie du tableau qu'ils célébraient. Et cette réalisation n'a pas frappé d'un coup. Elle s'est insinuée doucement, comme le fait la vérité quand elle attend que vous la rattrapiez. Au moment où j'ai compris ce qui se passait vraiment, il était déjà trop tard pour prétendre qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Les semaines précédant l'anniversaire ont défilé étrangement. Rien de dramatique ne s'est produit au début. Pas de dispute, pas d'éclat de voix, juste de petites demandes assez rapprochées pour que je les ressente avant de les questionner. Chloé m'a envoyé un texto un après-midi, décontracté comme toujours. Elle avait besoin d'aide pour payer les frais de train d'un oncle. Ce n'est pas grand-chose, disait-elle. Le montant n'était pas scandaleux, mais il n'était pas négligeable non plus. J'ai fixé le message plus longtemps que d'habitude. Quelque chose en moi a hésité, non pas parce que je n'en avais pas les moyens, mais parce que j'étais fatiguée de prétendre que ces demandes étaient temporaires. Alors j'ai dit non. Juste un mot, sans explication, sans excuse jointe. La réponse est arrivée vite, pas en colère, mais déçue, le genre de déception conçue pour blesser en silence. Elle m'a dit qu'elle n'attendait pas ça de moi, que tout le monde comptait sur le fait que les choses se passent bien, que je mettais un stress inutile sur nos parents pendant une période importante.
La culpabilité s'est glissée par réflexe. J'ai failli céder. Presque. Mais je ne l'ai pas fait. C'est là que la température a changé. Les appels se sont raréfiés. Les messages sont devenus plus courts. Quand je tentais de joindre quelqu'un, les conversations se terminaient rapidement, enveloppées dans une politesse si fine qu'elle en devenait coupante. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Les familles traversent des phases. Les gens sont occupés. Mais le silence avait du poids. Il appuyait, constant et délibéré. Quelques jours plus tard, j'ai finalement posé la question autour de laquelle je tournais. J'ai appelé ma sœur et j'ai mentionné l'anniversaire directement. J'ai dit que je voulais confirmer les détails, les dates, le lieu, des choses simples. Il y a eu une pause, pas un appel coupé, pas un problème de réseau. Une pause assez longue pour dire qu'elle choisissait ses mots. Puis elle l'a dit à nouveau. C'est réservé à la famille. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas expliqué. Elle l'a dit comme si c'était une évidence, comme si elle me rappelait quelque chose que j'aurais dû savoir depuis le début. Je me souviens avoir regardé ma main pendant qu'elle parlait, remarquant à quel point je serrais fort le téléphone. Mes jointures avaient blanchi. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Une autre pause, puis quelque chose de plus tranchant. Elle a dit que ce n'était pas personnel, que l'espace était limité, que les décisions avaient déjà été prises. Elle a dit que mes parents voulaient une célébration simple. Elle a dit beaucoup de choses sans dire la seule chose qui comptait. Je n'étais pas invitée, pas oubliée, pas négligée, mais exclue. Après la fin de l'appel, je suis restée assise dans ma voiture, moteur éteint, écoutant le faible bourdonnement de la circulation voisine. J'ai repassé les dernières années dans ma tête. Chaque virement, chaque conversation tardive où je les rassurais en disant que tout irait bien. Chaque fois que je suis intervenue pour que personne d'autre n'ait à se sentir mal à l'aise. J'ai pensé à la liste des invités dont j'avais entendu parler. Les gens qui avaient été retenus, amis, parents éloignés, voisins, des gens qui n'avaient pas aidé à payer l'électricité. C'est là que ça m'a frappé de plein fouet. Je n'avais pas financé une famille. J'avais financé une version de celle-ci qui n'avait pas besoin de ma présence. Je n'étais pas une fille dans ce tableau. J'étais une ligne comptable, utile, silencieuse, remplaçable. Et une fois que je l'ai vue, si clairement, je ne pouvais plus l'ignorer. Ce qui m'a brisé, ce n'était pas la fête. C'était de comprendre que ce n'était pas une erreur. C'était un choix qu'ils étaient à l'aise de faire. Cette nuit-là, tout est devenu calme d'une manière dont je n'avais pas l'habitude. Pas le genre de calme réconfortant. Le genre qui vous fait remarquer le ronronnement du frigo, le tic-tac de l'horloge murale, la façon dont votre propre respiration semble étrangère quand personne d'autre ne vous demande rien. Je n'ai pas pleuré. Ça m'a surprise. J'ai continué à attendre que la vague me frappe, la colère, la tristesse, l'envie de m'expliquer à quelqu'un qui pourrait enfin comprendre. Elle n'est jamais venue. Ce qui s'est installé à la place, c'était un calme lucide, presque clinique. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable, pas pour travailler, mais par habitude. L'écran m'a renvoyé la lueur de photos à moitié éditées, lumière et ombre. Des gens cadrés avec soin pour qu'on puisse voir qui ils étaient sans avoir besoin de le dire. J'ai réalisé que j'avais fait l'inverse dans ma propre vie, me surexposant pour que les autres puissent se tenir confortablement dans le cadre. J'ai fermé l'ordinateur. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas pensé à ce que je devais à qui que ce soit. J'ai pensé à ce que cela ferait de sortir du rôle qu'on m'avait attribué. Pas de façon dramatique, pas avec colère, juste tranquillement. La réalisation est venue pleinement formée, si je n'étais pas de la famille pour eux, alors je n'avais pas besoin de continuer à jouer comme si je l'étais. Je n'avais pas besoin d'argumenter ce point. Je n'avais pas besoin de permission pour arrêter. J'ai fait ma valise lentement. Pas comme quelqu'un qui s'enfuit, mais comme quelqu'un qui agit délibérément. L'appareil photo d'abord, le bon objectif, quelques cartes mémoire, des vêtements qui me ressemblaient, pas ceux de quelqu'un qui visite par obligation. J'ai tout aligné sur le lit et j'ai remarqué que mes mains ne tremblaient pas. J'ai appelé ma meilleure amie. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Je lui ai dit que je quittais la ville.
Je n'ai pas expliqué pourquoi. Je n'avais pas à le faire. Elle a demandé où. J'ai dit « Paris », me surprenant moi-même par la facilité avec laquelle je l'ai dit à voix haute. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas posé de questions. Elle a dit qu'elle m'aiderait à réserver et m'a dit de lui envoyer mes dates. C'était tout. Pas de discours, pas de conseils, juste du soutien. Plus tard, en fermant la fermeture éclair de la valise, j'ai senti quelque chose changer. Je ne choisissais pas la distance pour punir qui que ce soit. Je choisissais l'espace pour pouvoir m'entendre penser à nouveau. La différence comptait. À l'aéroport le lendemain matin, le monde semblait étrangement neutre. Personne ne me connaissait. Personne n'attendait rien. Je suis montée dans l'avion entourée d'inconnus et je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Alors que ma ville rétrécissait sous le hublot, je n'avais pas l'impression de laisser quelque chose derrière moi. J'avais l'impression de faire enfin un pas vers quelque chose que j'avais reporté trop longtemps. Ce n'était pas une vengeance. Pas encore. Ce n'était même pas de la défiance. C'était la première limite que je posais sans m'expliquer. Et une fois cette ligne tracée, je savais que les choses ne reviendraient pas à ce qu'elles étaient, parce que la version de moi qui maintenait tout le monde dans le confort à mes propres dépens ne convenait plus. Le week-end de l'anniversaire est arrivé calmement pour moi. Paris s'est réveillé sans rien savoir de ma famille. La lumière glissait entre les immeubles haussmanniens. Des scooters vrombissaient devant les cafés qui installaient leurs chaises. Je me tenais à la fenêtre de ma petite chambre d'hôtel, mon café réchauffant mes mains, et j'ai senti quelque chose d'inconnu s'installer, la permission. Personne ici n'avait besoin de rien de moi. Personne n'attendait de voir ce que je couvrirais, réparerais ou aplanirais. À la maison, la fête était déjà lancée. Je ne la voyais pas, mais je pouvais l'imaginer parfaitement. Ma mère aurait insisté pour des nappes en lin blanc. Mon père se tiendrait un peu trop raide dans sa veste, souriant pour les photos. La salle serait remplie de gens qui connaissaient notre famille juste assez bien pour l'admirer. Un orchestre dans un coin, des verres qui tintent, des rires qui montent et descendent sur commande, et une chaise manquante. Je n'avais rien prévu de dramatique. Cette partie est importante. Je ne me suis pas réveillée avec l'intention de faire une déclaration. Je n'ai pas rédigé de message ni répété de réplique. Je suis sortie cet après-midi-là et j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis dans un nouvel endroit. J'ai marché jusqu'à ce que quelque chose attire mon regard. La scène ressemblait à du métal brossé sous le soleil de fin de journée. Des couples s'appuyaient contre le parapet. Un musicien de rue accordait son instrument, testant doucement des notes. J'ai levé mon appareil photo et j'ai suivi la lumière, image par image. Je n'essayais pas de capturer la perfection. Je cherchais l'honnêteté. Plus tard, de retour dans ma chambre, j'ai retouché quelques clichés. Rien de lourd, pas de légende expliquant mes choix, pas de référence à la maison, juste des images de là où j'étais et de ce que ça faisait de respirer là-bas. Quand je les ai postés, j'ai écrit une ligne simple sur le fait de chasser les moments de calme et de laisser la joie prendre son temps. C'était tout. J'ai posé mon téléphone et je suis allée dîner seule. Le restaurant était petit, les tables serrées. Une odeur de pain et de beurre flottait dans l'air. J'ai mangé lentement, écoutant des conversations que je ne cherchais pas à comprendre, regardant les gens vivre leurs propres histoires sans croiser la mienne. Pour une fois, la solitude ne ressemblait pas à une absence. Elle ressemblait à de l'espace. De retour à la fête, mon absence a commencé à résonner. Au début, c'était subtil. Une cousine se penchant pour demander à ma mère où j'étais. Un voisin regardant autour de la salle, confus, quelqu'un supposant que j'arriverais en retard. Ma mère souriait à travers tout cela, offrant des réponses vagues. Elle est occupée. Le travail. Le genre d'explication qui semble raisonnable jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Puis quelqu'un a sorti son téléphone. Ma publication a atteint la salle sans contexte. Paris au crépuscule. Un café près d'une fenêtre. La lumière tombant exactement là où elle le devait. La question n'a pas éclaté tout de suite. Elle est passée de personne à personne. Douce mais persistante. Pourquoi n'est-elle pas là? Ma sœur a remarqué le changement avant que quiconque ne dise quoi que ce soit directement.
Elle continuait d'ajuster les choses, redressant les marque-places, vérifiant l'orchestre, souriant trop brillamment. Le contrôle était son confort, et le contrôle lui échappait. Au moment où le dîner a été servi, la température de la salle avait changé. Les conversations stagnaient. Les rires ne prenaient pas comme ils le devaient. Quelqu'un a demandé franchement à ma mère pourquoi sa fille ne célébrait pas avec eux. La réponse de ma mère a vacillé. Elle a essayé d'arrondir les angles, mais les fissures étaient visibles. Je ne savais rien de tout cela encore. Je rentrais à l'hôtel, la ville chaude autour de moi, quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Je l'ai laissé sonner. Le deuxième appel est arrivé quelques secondes plus tard, puis un troisième. Je me suis arrêtée sur le trottoir et j'ai regardé l'écran s'allumer. Maison. Je n'ai pas ressenti de panique. J'ai ressenti de la curiosité. J'ai attendu que l'appel s'arrête avant d'entrer. Le premier message était de ma mère. Court, urgent. Elle me demandait de l'appeler dès que possible. Pas d'explication, juste une supplication enveloppée de politesse. J'ai attendu. Quand j'ai enfin répondu, sa voix s'est brisée avant qu'elle ne finisse de prononcer mon nom. Elle m'a dit que les gens étaient confus. Elle a dit que les invités posaient des questions. Elle a dit que les choses leur échappaient. J'ai écouté sans l'interrompre, appuyé contre la fenêtre, regardant les phares bouger le long de la rue en bas. Puis elle l'a dit. Elle a dit que ma publication avait causé une scène, que les gens parlaient, que certains étaient partis tôt. Elle a demandé pourquoi je leur faisais ça. Je lui ai demandé ce que j'avais fait exactement. Il y a eu un silence. Elle a dit que je savais ce qu'elle voulait dire, que je devrais supprimer la photo, que je devrais les aider à aplanir tout ça. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas accusée. J'ai juste dit que je n'avais pas mentionné la fête. Je ne les avais pas mentionnés eux. Les gens réagissaient à ce qu'ils voyaient, pas à ce que j'avais dit. Elle n'avait pas de réponse à cela. L'appel s'est terminé avec elle me demandant de penser à la famille. Quelques minutes plus tard, Chloé a appelé. Son ton était différent, plus tranchant. Elle a dit que je les avais humiliés, que j'avais donné une mauvaise image de nos parents. Elle m'a accusé d'être égoïste, de choisir l'attention plutôt que la loyauté. Elle a exigé que je retire la publication immédiatement. Je lui ai demandé quand elle avait décidé que je ne faisais pas partie de la famille. Elle a essayé de me couper la parole, me disant que je déformais les choses, que j'étais dramatique, que ce n'était pas comme ça que des adultes gèrent un conflit. J'ai attendu qu'elle finisse. Puis je l'ai dit calmement, clairement, est-ce qu'on se connaît vraiment ? Elle est devenue silencieuse. Pas stupéfaite. Un silence vide, un silence exposé, le genre qui survient quand quelqu'un réalise que le script qu'il utilise ne fonctionne plus. Elle a raccroché sans répondre. Mon frère, Thomas, a été le suivant. Son appel était structuré. Il m'a dit que j'avais fait escalader quelque chose de gérable. Il a dit que j'aurais dû venir leur parler en privé. Il a parlé de conséquences sur l'image, de professionnalisme. Il a dit que ma publication pourrait affecter des gens d'une manière que je n'avais pas envisagée. Je lui ai dit que je les avais envisagés pendant des années à travers mes paiements, ma patience, mon silence. Je lui ai dit que j'avais fini d'être la solution à des problèmes que je n'avais pas créés. Il a soupiré comme il le fait quand il pense que la raison devrait l'emporter. Il m'a dit que je donnais des proportions démesurées à tout ça. 1 heure plus tard, il a posté quelque chose de vague en ligne sur les priorités et la loyauté. Les commentaires ne sont pas allés dans le sens qu'il espérait. Les gens demandaient pourquoi je n'étais pas invité si j'avais aidé à payer. Les gens demandaient pourquoi « famille » signifiait « condition ». Il n'a pas répondu. Les appels ont cessé après ça. J'ai dormi cette nuit-là la fenêtre ouverte. La ville bourdonnait, indifférente au malaise de ma famille. Au matin, la lumière du soleil traçait une ligne nette sur le sol. Je me sentais reposée. Pas triomphante, juste apaisée. À la maison, la fête s'est délitée rapidement une fois que les questions ont commencé. Les gens sont partis sans dire grand-chose. L'orchestre a remballé tôt. Mes parents se sont retrouvés avec des centres de table et du gâteau non mangé. La version de la soirée qu'ils avaient planifiée n'a pas survécu au contact avec la vérité.
Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas suivi les mises à jour. J'ai laissé la distance faire le travail que j'avais fait pour tout le monde depuis toujours. Plus tard ce jour-là, mon téléphone a vibré à nouveau. Le nom de ma mère a éclairé l'écran. Cette fois, sa voix était plus petite. Elle m'a demandé de rentrer à la maison. Elle a dit qu'il voulait arranger les choses. Elle a dit qu'il voulait que tout redevienne normal. Normal, j'ai réalisé, avait toujours signifié moi payant et disparaissant. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère. Je lui ai dit que j'avais juste fini de faire semblant. J'ai dit que je construisais quelque chose de différent maintenant. Elle a pleuré. Je n'ai pas bougé. Quand l'appel s'est terminé, je me suis tenue près de la fenêtre à nouveau. Des bateaux-mouches dérivaient le long du fleuve, stables et imperturbables. J'ai pensé au nombre de fois où j'étais restée silencieuse pour maintenir une paix qui ne coulait que dans un sens. La confrontation n'avait pas été bruyante. Il n'y avait pas eu de dispute hurlante, pas de départ théâtral, juste quelques mots prononcés honnêtement et un silence qui a finalement fait ce que mes explications n'avaient jamais pu faire. Les jours suivants ont semblé étrangement légers. Pas facile, mais plus léger. Le bruit s'est atténué de lui-même. Les messages ont ralenti. Les appels ont cessé d'arriver par grappes. Ce qui restait était un calme qui n'exigeait rien de moi. À la maison, l'histoire s'est stabilisée en quelque chose que les gens pouvaient comprendre. Pas de rumeurs, pas de drame, juste des faits. Je n'étais pas invitée. J'avais aidé financièrement. Les questions trouvaient leur réponse toutes seules. Les amis de mes parents sont devenus distants, polis d'une manière prudente. Les invitations ont cessé d'arriver. Les conversations se sont raccourcies. L'image sur laquelle ma famille s'était appuyée ne tenait plus sans effort, et personne ne voulait continuer à l'étayer. Mes parents ont repris contact, plus doucement cette fois. Ils ont dit qu'ils voulaient repartir à zéro. Ils n'ont pas dit désolé. Ils n'ont pas reconnu l'exclusion. Ils voulaient juste que les choses redeviennent familières. J'ai compris ce qu'ils demandaient. Familier avait toujours signifié mon silence et mon soutien. Je ne leur ai donné ni l'un ni l'autre. Je suis restée à Paris plus longtemps que prévu, pas pour éviter qui que ce soit, mais parce que le travail a commencé à me trouver là-bas. Une petite galerie a demandé à voir plus de photos. Un rédacteur de magazine m'a écrit pour dire « Vos photos semblent honnêtes », comme si elles n'essaient pas d'impressionner qui que ce soit. J'ai réservé des séances. J'ai répondu à des emails qui concernaient l'art, pas l'obligation. Quand je pensais à ma famille, la sensation n'était plus coupante. Elle semblait lointaine, comme un vieux rôle devenu trop petit pour moi. Je n'avais rien détruit. J'étais sortie d'un schéma qui m'effaçait. La paix n'est pas arrivée sous les applaudissements. Elle est arrivée calmement, dans des matins qui m'appartenaient et un travail qui demandait de la vision au lieu du sacrifice. Pour la première fois, les retombées n'étaient pas quelque chose que je devais nettoyer. Je n'ai pas gagné contre ma famille. Je ne leur ai rien pris. J'ai simplement arrêté de me faire toute petite pour qu'ils puissent rester confortables. C'était ça, le véritable changement. La famille n'est pas censée ressembler à une dette qu'on rembourse sans fin juste pour rester inclus. Et les limites ne sont pas une punition. Elles sont une clarté. Si vous avez déjà été exclu par les personnes même pour qui vous avez toujours été présent, je veux que vous sachiez ceci, se choisir soi-même ne vous rend pas cruel. Cela vous rend juste.